Imaginez-vous un instant pilote de libellule. Vous avez entre les mains ce qui se fait de mieux dans le monde des insectes en matière de vitesse et de maniabilité en vol. Toutes les audaces aériennes sont permises à ces petites mécaniques de précision et de haute énergie, insaisissables et fantasques, pour peu que l'énergie du soleil soit suffisante à réchauffer leurs muscles. Seul leur repos nous les livre un instant, mais toujours tendus, fébriles, et prêts à reprendre leur course folle au gré de leurs capricieuses envies. Mais avant d'atteindre cette perfection de forme, de couleur et de maîtrise de leur domaine aérien, les libellules vivent tout d'abord de très longs mois, loin des regards indiscrets, au plus profond des lacs et des étangs. Ces animaux passent en effet les premiers temps de leur existence sous forme de larves, à l'allure nettement moins engageante que celle des insectes adultes. Malgré les apparences, on retrouve chez ces dragons miniatures toutes les caractéristiques de ce qui fera plus tard la libellule, excepté les ailes. Celles-ci n'apparaîtront qu'au fur et à mesure de leur développement. Dès ce stade primitif, les deux grands groupes auxquels appartiennent toutes les espèces de libellules se distinguent parfaitement. Les unes sont grandes et massives, les autres fines, plus petites, et à l'allure élancée. Mais quelle que soit leur forme, toutes les larves de libellules ont en commun d'être de parfaits carnassiers, employant toutes sortes de techniques de camouflage pour passer inaperçus vis-à-vis de leurs futures victimes. Invisibles dans le milieu, leur stratégie préférée consiste à attendre patiemment une proie qui tôt ou tard passera à leur portée. Prédatrices très actives, les larves de libellules exercent leurs coupables exploits sur une grande variété de proies. Parmi elles, et malgré leur méfiance et leur mobilité, les têtards de grenouilles et de crapauds, très abondants au printemps, tiennent une place de choix. Une approche furtive, dissimulée derrière la végétation, à la manière des chats, une interception en pleine course, et le tour est joué. Selon les espèces, cette vie de pirate d'eau douce peut durer quelques mois, mais aussi parfois plusieurs années, jusqu'à ce que la larve atteigne son développement maximum. L'existence aquatique de la plupart des espèces de libellules prend fin aux premières heures d'une belle journée de printemps, dans l'enchevêtrement dense de la végétation du lac ou de l'étang dans lequel elles sont nées. Depuis des jours déjà, les larves, sur le point d'éclore,
sont venus respirer quelques instants à la surface de l'eau, en se tenant accrochés aux plantes aquatiques. Mais cette fois, toutes les conditions sont réunies pour que débute véritablement la métamorphose. Guidés par un instinct infaillible, les larves de libellules choisissent avec soin le support sur lequel s'achèvera définitivement leur vie aquatique et commencent une lente ascension vers l'air libre. Parvenues à la hauteur qui leur semble convenable, elles s'arrêtent et commencent une curieuse gymnastique qui les fait se trémousser de temps en temps, signe des singulières transformations qui s'opèrent à l'intérieur de leur corps. Minute après minute, la larve gonfle considérablement son thorax, en absorbant une grande quantité d'air. Tendue à l'extrême, la peau du dos se déchire et laisse apparaître le corps de la future libellule. L'éclosion commence. « 15 ou 20 minutes après le début de la métamorphose, lentement, très lentement, les yeux apparaissent. Puis les pattes se dégagent, tandis que la tête de la libellule bascule vers l'arrière. Cette première étape franchie, la nouvelle venue reste parfois plus d'1 heure la tête en bas, pendant laquelle une mystérieuse alchimie achèvera d'organiser et de durcir ses tissus. Enfin, dès que ses pattes sont capables de la soutenir, la libellule se rétablit d'un rapide coup de rein, tout en quittant définitivement sa dépouille larvaire. Depuis l'instant de sa sortie de l'eau, il aura fallu presque 2 heures à l'insecte pour en arriver là. Chez les espèces plus petites, les éclosions prennent beaucoup moins de temps, mais se déroulent à peu près de la même façon. Après bien des efforts, les libellules sont maintenant à l'air libre. Mais l'aventure de la métamorphose n'est pas terminée. Leurs ailes, molles et encore toutes fripées, sont loin d'être véritablement fonctionnelles. Chacune d'elles continue à se déplier et à s'étirer lentement, sous l'effet d'un liquide que l'insecte fait circuler sous pression, jusque dans ses plus fines ramifications. En fait, l'animal attendra encore plus d'1 heure pour que les nervures durcissent et que ses ailes acquièrent leur forme définitive. Constituées à la manière d'un vitrail, les ailes de libellule sont à la fois très rigides, solides et d'une extrême légèreté. Une fois l'éclosion terminée, les dépouilles des larves de libellules, derniers témoins de leur vie aquatique, resteront accrochées quelque temps à leur support, avant de disparaître à la première averse. Les libellules ont commencé leur vie aérienne depuis maintenant plusieurs heures, dans la fraîcheur humide du petit matin. Mais avant de s'envoler, il leur faudra patienter encore, jusqu'à ce que le soleil soit suffisamment chaud
pour leur apporter le complément d'énergie nécessaire au premier envol. En attendant, elles passent de longues minutes à faire vibrer leurs ailes, comme si elles voulaient tester une dernière fois leur bon fonctionnement et échauffer les muscles qui les animent en prévision du décollage. Les premières secondes sont un peu hésitantes, mais très vite, les libellules prennent définitivement possession de leur nouvel univers. Dès lors, nul autre insecte ne peut rivaliser dans les airs avec la rapidité, l'élégance et la précision prodigieuse de leur vol. Pour la plupart des espèces de libellules, une des utilisations premières de cette extraordinaire aisance au vol est la défense de leur territoire. Utilisant différents postes de guet, stratégiquement placés au-dessus de l'eau, elles surveillent attentivement leur espace aérien. Aucun mouvement ne leur échappe. Et elles fondent en un clin d'œil sur tout intrus ayant l'audace d'en franchir les frontières. Mais tant d'aisance et de rapidité en vol ne serait rien sans une acuité visuelle à la hauteur de ces performances. Chez les libellules, celle-ci atteint la perfection. La plupart des espèces ont des yeux d'une taille démesurée, enveloppant presque entièrement la tête. Chacun d'eux est constitué de milliers, parfois même de dizaines de milliers de facettes, qui fonctionnent chacune comme une petite cellule sensible. Ainsi, les libellules voient-elles avec une grande précision de tous les côtés à la fois. Ce sont sans doute également leurs yeux, aux formes et aux couleurs étonnantes, qui donnent à ces insectes des visages et des regards d'une si étrange force. Leur vue excellente et leur capacité de vol hors du commun donnent aux libellules deux armes redoutables qu'elles savent utiliser à merveille pour se procurer leur nourriture. Car comme leurs larves, ce sont des prédateurs qui exercent leur chasse aux dépens des insectes volant à la surface ou aux alentours du plan d'eau. Même les plus petites d'entre elles, à l'aspect pourtant si mince et si fragile, capturent au vol moustiques et mouches et les consomment ensuite tranquillement, après s'être posées sur un brin d'herbe ou sur une feuille. L'appétit des libellules n'a d'égal que l'énergie dépensée toute la journée à survoler sans relâche leur territoire, et la capture de très grosses proies est monnaie courante. Mais comme tous les animaux, prédateurs ou non, les libellules font partie d'un réseau alimentaire et se trouvent souvent nez à nez avec plus fort qu'elles. Et dans ce cas, la moindre faute d'inattention, le plus petit retard au décollage, ne pardonne guère. Et ce qui est vrai pour les grenouilles au ras de l'eau
l'est aussi dans la végétation des bords, où les pièges sont innombrables. Si la plupart des libellules préfèrent les eaux calmes, d'autres au contraire se plaisent au bord des ruisseaux ou des rivières à courant lent et passent l'essentiel de leur temps en d'incessants va-et-vient en vol au-dessus de leur domaine. Deux espèces assez proches se partagent sans conteste ce milieu. Les mâles de chacune d'elles apparaissent les premiers au printemps et sont aisément reconnaissables à leur couleur vive et métallisée. Les femelles aux couleurs moins éclatantes éclosent quant à elles un peu plus tard. Dès leur apparition au bord du ruisseau, une certaine agitation s'empare de la communauté des mâles. Le moindre déplacement de l'une d'elles est en effet salué par quelques affrontements, rapidement suivis du vol de parade de l'amoureux le plus ardent et le plus rapide de la bande. Si la femelle courtisée est consentante, elle se laisse survoler. Le mâle pousse alors son avantage, jusqu'à la conclusion logique de ses travaux d'approche. Ces comportements amoureux se manifestent toujours en plein milieu de la journée et peuvent durer 2 ou 3 heures. Les accouplements qui résultent de ces parades, comme ceux de toutes les libellules d'ailleurs, procèdent d'une curieuse gymnastique. La femelle placée sous le mâle est fermement tenue au niveau de la tête par son partenaire, à l'aide de petites pinces que celui-ci possède à l'extrémité de son abdomen. De son côté, elle recourbe l'extrémité de son propre corps pour mettre ses organes génitaux au contact de ceux de son amant, situés sous son thorax. Deux ou 3 minutes plus tard, la fécondation est terminée et les deux partenaires se séparent définitivement. Le mâle repart vers de nouvelles conquêtes, tandis que la femelle, fécondée, après quelques instants de répit, cherche un endroit favorable pour pondre. Les libellules déposent leurs œufs dans l'eau, et pour la plupart d'entre elles, à l'intérieur même des tiges ou des feuilles des plantes aquatiques. Le type de végétal et le lieu exact de la ponte sont choisis avec un soin méticuleux. La libellule essaie, palpe, tâtonne de longues minutes avec son abdomen avant de se décider à pondre. Minuscules, ces œufs sont injectés sous la peau de la plante choisie, à l'aide d'une tarière, sorte de petit poignard courbe situé à l'extrémité du corps de la pondeuse. Millimètre après millimètre, trou après trou, la libellule perce l'écorce de la plante et dépose chaque fois 1 ou 2 œufs microscopiques. Ce faisant, elle descend peu à peu le long de la tige, au point de se retrouver sous la surface, sans d'ailleurs que cela semble poser de problème particulier. La pondeuse peut rester ainsi plusieurs minutes sous l'eau et déposer des dizaines, voire des centaines d'œufs avant de remonter à la surface et de retrouver l'air libre. Les autres libellules ne pratiquent pas de parade avant le rapprochement sexuel. Elles ne s'embarrassent guère de préliminaires et les accouplements s'improvisent rapidement au hasard des rencontres. Par contre, toutes les libellules, petites ou grosses, procèdent de la même curieuse façon lors de leurs étreintes amoureuses. Seul varie le temps que chacune d'elles consacre à cette fondamentale activité.
Les attitudes de ponte revêtent par contre quelques différences. Chez beaucoup de petites espèces, par exemple, le mâle reste solidaire de sa partenaire après l'accouplement et se déplace en vol en sa compagnie. C'est elle qui commande les opérations, passant de plante en plante pour y déposer sa ponte. Tout en volant, son conjoint ne fait que suivre très passivement ses mouvements, jusqu'à ce qu'elle ait épuisé sa provision d'œufs. Chez les espèces de grande taille, la nature, qui aime la diversité, a prévu 2 cas de figure. Le premier, sans surprise, consiste à enfoncer les œufs, comme le font les autres, à l'intérieur des tissus des plantes aquatiques. Ainsi procède la plus grande libellule d'Europe, qui s'y emploie avec beaucoup de concentration, au point d'ailleurs d'en perdre une bonne part de sa fondamentale méfiance. La deuxième technique de ponte est plus élégante, plus primitive aussi, mais nettement moins laborieuse. Les femelles volettent sur place et se contentent d'expulser leurs œufs minuscules un à chaque brutal mouvement de leur abdomen. Mais que l'on ne s'y trompe pas. Malgré les apparences, les libellules calculent savamment leur coût. Et chacun des œufs tombe exactement là où il le faut, soit sur les plantes affleurant à la surface, soit directement dans l'eau. D'autres encore pratiquent la voltige aérienne en couple et expédient leurs œufs loin de l'eau, à quelques mètres des bords, sur la vase humide envahie de végétation. Cependant, quelle que soit la manière utilisée, le résultat est le même. En quelques semaines, des milliers, des centaines de milliers d'œufs de libellules auront été disséminés dans l'eau et sur la vase des étangs, des lacs et des rivières. Durant tout l'été, le balai des libellules ne trouvera pas de répit, tant que la chaleur et l'abondance de nourriture seront là pour fournir l'énergie nécessaire à leurs escapades aériennes. Les espèces les plus résistantes survivront jusqu'à la fin de septembre, parfois plus tard encore. Mais inéluctablement, l'arrivée de l'automne marquera la fin de la vie aérienne des libellules. Engourdies par le froid et l'humidité, désormais incapables d'activer les merveilleuses mécaniques qui en faisaient des éclairs de couleur dans les airs, toutes sans exception disparaîtront. Mais elles laissent au fond de l'eau leurs œufs et leurs larves, qui assureront le retour des insectes de soleil à la prochaine belle saison.